Dans cette troisième vidéo consacrée au déficit foncier, je vous donne quelques conseils, quelques tuyaux pour optimiser davantage vos montages et investissements immobiliers. Au programme aujourd'hui, investir cash ou à crédit, le prêt à palier et le prêt in fine, et enfin l'importance de l'article 156.3 du Code général des impôts. Alors vaut-il mieux investir comptant ou à crédit ? Très clairement et a fortiori, vu le niveau historiquement bas des taux d'emprunt, vous auriez tort de ne pas vous faire financer si vous le pouvez. Non seulement, comme on l'a vu, les intérêts sont déductibles, mais vous pourriez placer en parallèle vos liquidités sur des supports plus rentables que le coût d'emprunt du crédit et ainsi générer ce qu'on appelle un effet de levier financier. Prêt à palier et prêt in fine. Il existe d'autres types de prêts immobiliers, moins connus que le classique prêt amortissable, mais qui peuvent, selon votre situation, vous permettre d'optimiser significativement le montage. Le prêt à palier. Le prêt à palier permet notamment de construire votre prêt et ses mensualités sur mesure en fonction d'échéances que vous auriez par ailleurs. Par exemple, si vous avez un autre prêt immobilier qui se termine dans 5 ans, vous pouvez construire un premier palier sur 5 ans moins élevé afin de maîtriser votre trésorerie et une fois ce prêt terminé, augmenter les mensualités. Le prêt à palier est notamment redoutablement efficace pour les investissements immobiliers défiscalisants de type Pinel. Parlez-en à votre courtier avant de valider votre montage bancaire. Le prêt in fine. Si vous envisagiez un apport, optez plutôt pour le prêt in fine. Cela vous permet de générer un effet de levier financier en plaçant le capital que l'on ne rembourse pas à la banque chaque mois sur un contrat d'assurance vie, dont le rendement sera forcément supérieur au taux du prêt. Ainsi, plutôt que de rembourser chaque mois des intérêts et une part du capital à la banque, vous ne remboursez que les intérêts et vous placez la quote-part du capital sur un contrat de capitalisation ou d'assurance vie qui va travailler. Eh ben oui, je sais, c'est génial. Obligation de détention du bien 3 ans en excédent. Peu d'investisseurs immobiliers le savent et pourtant, l'article 156.3 du Code général des impôts précise que lorsqu'on a bénéficié et donc déclaré un déficit sur un bien immobilier mis en location, on ne peut pas le revendre, ni changer d'ailleurs de régime fiscal, tant que le bien n'a pas été au moins 3 années consécutives en excédent foncier. En d'autres termes, vous ne pouvez pas acheter un bien, faire des gros travaux, bénéficier du déficit et le revendre le lendemain. Que faire à la fin du déficit foncier ? Une fois que vous aurez consommé tout votre déficit foncier et que vous aurez respecté l'obligation du maintien du régime pendant 3 ans, vous pourrez soit basculer au régime du microfoncier, si vous n'excédez pas 15 000 € de revenus fonciers par an, auquel cas vous bénéficierez alors d'un abattement forfaitaire de 30% sur vos revenus. Soit envisager de le passer en meublé, ce qui explique un changement de bail locatif, l'achat de quelques meubles et un changement de type de revenu qui passe alors de revenus fonciers à BIC. Soit encore, vous pouvez revendre le bien. J'espère que ces vidéos vous ont plu et ont pu enrichir votre connaissance sur le déficit foncier. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt sur netinvestissement.fr.